Bonjour. Bon, je reviens vous voir parce que quand même j'ai deux ou trois addicts qui m'ont demandé de faire un petit jour comme ça, ce qui leur devient indispensable. Le matin, on se levant pour passer une journée pleine, heureuse et productive. Donc, en quelque sorte, j'aide le patronat. À l'insu de mon dinguerie, évidemment. Si vous vous posez la question pourquoi il y a des chiffons blancs, ce singe, là, sur sa batterie, hein, parce que, effectivement, c'est un endroit aseptisé. C'est une batterie aseptisée. Car nous sommes dans un lieu de réanimation. Réanimation de la pensée néo-essentialiste qui ne supporte aucun élément extérieur capable de perturber son bon fonctionnement. L'espace de la pensée néo-socialiste, c'est l'impensé. L'impensé, c'est énorme. Et là-dedans, on respire et on commence à penser. C'est pour vous, ça, hein? Donc, pour ces addicts, c'est deux addicts, dingue du backslam en milieu urbain, je viens vous parler de ce qui m'a fait piquer une grosse colère il y a un an déjà. Et donc j'écris à Mère Hidalgo à propos de cette sculpture offerte par l'ambassade des États-Unis et le Jeff Koons, singe sculptant, réunis. Il appelle ça un bouquet de tulipes, 13 mètres de haut, je ne sais pas combien de tonnes, mais ça ressemble plutôt à des trous du cul montés sur tige. Voilà mon avis. Je crois que c'est l'avis de pas mal de gens aussi. Il nous avait déjà fait le coup avec un sapin de Noël qui ressemblait étrangement à un plouganal et qui nous avait placé, qu'il avait mis sur la place Vendôme à Paris. Là aussi, gigantisme monumental, 15 mètres de haut, mais effectivement, petit plouganal dessiné sur une feuille de papier et fabriqué donc en usine par les esclaves de M. Jeff Koons. Même chose pour ces braves tulipes, un petit bouquet comme ça, et sur une page de cahier, je suppose quadrillé, parce que sans quadrillage, il y arrive pas. Et donc voilà, nous nous retrouvons avec cette merde derrière le Grand Palais. Et donc, Mère Hidalgo fonctionne avec tout ça, sans que ça lui pose aucun problème. Notre espace commun, eh ben, c'est son espace commun. Voilà. Et elle fait ce qu'elle veut, Mère Hidalgo, c'est le chef. Le chef. Donc, moi, je vais donc vous parler de ces industries culturelles. Industrie culturelle, c'est un terme donc, que l'on voit émerger
sur des études faites par les philosophes allemands, Horkheimer et Adorno, l'école de Francfort, qui sont un peu les disciples de M. Walter Benjamin, qui lui-même était un espèce de Guillaume Apollinaire, un peu allemand, et donc qui au niveau de la création artistique était une pointure, on dit. Voilà. Donc tout ça fait que, effectivement, on voit ce terme émerger, ces Allemands étant exilés pendant la guerre en Amérique, pendant que leurs petits copains travaillaient de l'Holocauste et du génocide avec Brio en Allemagne, et donc réfléchissaient à tous ces phénomènes. L'Amérique est toujours en avance sur nous, n'est-ce pas? Et donc sur ces phénomènes où effectivement, d'un seul coup, les produits culturels devenaient une marchandise traitée en tant que telle, donc avec tous les ingrédients qui permettent de vendre et de consommer ces marchandises. Ça veut dire que, en fait, on fait du marketing, du conditionnement, du communicationnel et de la tête de gondole, effectivement, dans des supermarchés très spécialisés, c'est-à-dire galeries, fondations et musées. Et donc, dans ce phénomène de marchandisation et de ces produits culturels, il y a le problème du fond et de la forme. McLuhan avait parlé un peu de ce phénomène. Il avait dit, comme ça, je ne sais pas si c'est un soir grande libation, le média est le message. Et restez. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais. Ça veut dire qu'à un certain moment, le fond et la forme se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, le contenu ressemble bien à la forme dans laquelle il est présenté, signifiant, signifié. Ça veut dire que, en fait, il y a une partie de la forme qui s'est inscrite dans le contenu et une partie du contenu qui s'est inscrite dans la forme. Vous voyez l'échange, hein? Donc ces philosophes nous parlent de ça. Et qu'est-ce qui se passe à l'époque? Eh bien, à l'époque, effectivement, on commence à comprendre que sur ce marché de l'art, il y a un problème de reconnaissance, le problème de nommer les choses, de leur donner une signification. Parce que pour vendre un produit, il faut effectivement savoir à quoi ça sert et pourquoi et comment, d'où il vient et ceci et cela. L'histoire de l'art n'y suffit pas. Pourquoi? Parce que quand vous lancez un produit, il ne faut pas aller compliquer les choses non plus. Hein, vous n'allez pas faire un tabac si vous en foutez 5 pages pour vendre une toile blanche. C'est ce qu'on appelle un monochrome. Donc, sur ce marché de l'art, on décide que les artistes vont se partager le boulot. Un boulot assez simple. Donc, il y en a qui vont s'occuper de faire des rayures, d'autres qui vont s'occuper de faire des taches, d'autres des toiles monochromes, c'est-à-dire d'une seule couleur, d'autres des traits, d'autres n'importe quelle idée qui leur passera par la tête, déchirer une toile avec les bandes de rasoir, répandre des pots de peinture comme ça, n'importe où, sur une bâche. Enfin, état d'idées comme ça qui ressemblent beaucoup à des idées de gamins qui seraient en train de s'amuser. Excusez-moi, là, je suis un peu parti pour autre chose. C'est quoi ça? C'est ma chanson. Oui. Ma chanson, quand même. Chanson de fin. Ça, c'est pas
c'est pas une industrie culturelle, hein, la police. Hein. Pas encore. Donc, si bien que je vous disais, on va se partager le travail sur le marché de l'art. Le marché de l'art, c'est quoi? C'est, comme je vous l'expliquais, des galeries, des musées, des fondations. Et un peu, les particuliers, mais ils ne comptent pas vraiment. Il va falloir remplir ces fondations, ces musées. Hein. Si vous avez une centaine de musées, de fondations, d'associations, de galeries, tout, il va falloir produire. Donc, si on veut vous mettre en tête de gondole, on dit avec le produit, il va falloir qu'on vous trouve, que votre notoriété se fasse à travers les musées, les fondations, les galeries. Donc, il faut remplir tout ça. Donc, si vous faites des tâches, il va falloir que vous continuiez à faire des tâches pour remplir. Et rayures, pareil. Vous avez décidé de faire des toiles noires. Vous faites 2, 3, puis bon, vous passez. Non, pas du tout. Il en faut beaucoup. Il en faut partout. Et là, ce coup, on va dire, mais, ah ouais, s'il y a des toiles noires, c'est lui. S'il y a des rayures, c'est lui. S'il y a emballage d'un pont, c'est lui. S'il y a des taches, c'est lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc de la peinture emblématique. Peinture ou sculpture emblématique. C'est-à-dire on reconnaît tout de suite le produit. Et donc, en tête de gondole, évidemment, ce n'est pas le produit que vous allez acheter dans votre supermarché, comme une boîte de soupe qui vaut 3 €. Non, là, vous allez acheter une boîte de soupe dans une galerie, dans une fondation, ou un musée. Musée, fondation, ils achètent ça. 30 millions. 30 millions, cette boîte de soupe. Vous voyez l'intérêt, non? Et ben voilà, ça s'appelle une industrie culturelle. De la même façon que au cinéma, par exemple, vous ne pouvez plus voir un film sans musique. La musique. C'est ce qui fait que dans un film, on va vous faire comprendre qu'il y a du suspense, ou qu'il y a de l'émotion, qu'il y a de l'interrogation, qu'il y a de tout ce à quoi vous pouvez vous attendre d'un film, belle histoire ou affreuse histoire avec le sang et tout ça, mais tout ça avec une musique derrière qui va vous dire à quel moment il faut que vous soyez interrogatif, à quel moment il faut que vous pleuriez, à quel moment il faut sourire, à quel moment... C'est la musique qui va décider ça. Et donc, un peu comme à la télévision, quand vous avez des spectateurs, vous ne voyez pas, mais à un moment, il dit, tiens, il rit. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a soulevé un panneau où il est marqué rire. Donc, les spectateurs, ils rient. Après, ils applaudissent. Vous dites, pourquoi ils applaudissent? Parce qu'il y a un panneau, c'est ça, hein, applaudir. Donc, les gens applaudissent. Ben, c'est à peu près la même chose au cinéma, avec cette histoire de musique. Donc, cette industrie culturelle, elle sévit partout. Et voilà. Donc, à travers cette crise de la culture, puisqu'il y a Hannah Arendt, qui est une philosophe aussi allemande, élève de Kierkegaard, de Heidegger, elle est élève et un petit peu maîtresse aussi, parce que même les philosophes, c'est pas des bêtes, mais quand même. Hein. Donc en fait, vous avez entendu parler des péripatéticiens, c'est-à-dire des philosophes qui pensaient qu'il valait mieux penser en marchant. Après, le terme a été un peu galvaudé, hein, mais bon, il y a quand même des histoires de fesses en philosophie. Pourquoi pas?
Hein? Bon, on va quitter cette histoire joufflue. Et donc, je vous ai parlé de ces industries culturelles, mais bon, il faut que vous interrogez un peu tous ces philosophes, même, à l'école allemande, à l'école de Francfort, qui ont fait un boulot formidable. Et donc, m'ont servi à comprendre quelle place j'occupais, moi, dans l'histoire de l'art, en tant que peintre et sculpteur. Ouais, c'est pas mal, ça, non? Hein? C'est déjà pas mal. Bon, donc, la prochaine fois, nous parlons d'une chose aussi qui me tient à cœur, c'est l'individuation. Il ne faut pas confondre avec l'individualisme, l'individuation. Freud en parlait, Jung en a parlé encore un peu plus, et puis d'autres gens ont disséqué un peu ce que veut dire individuation et ce qu'il propose comme phénomène. Je vous parlerai donc de ces philosophes de l'individuation. Le premier étant, enfin pour ce que j'en connais, Krishnamurti. On en parle plus beaucoup dessus, hein. Un indien comme ça. Qui avait produit un livre là, dans les années 40 qui s'appelait Se libérer du connu. Se libérer du connu. De tout ce qu'on nous rabâche en tant que connaissance. Faut pas forcément je dirais ne pas en tenir compte, non, bien sûr. Le passé nous aide à réfléchir au présent, paraît-il. Donc on n'efface pas le passé, mais par contre, on essaye de s'en libérer pour penser par soi-même. Et là, on arrive effectivement à mettre certains concepts personnels en place, et donc une grille de lecture en quelque sorte qui nous permet de se connaître soi-même en même temps que d'essayer de connaître les autres. Sacré boulot, n'est-ce pas? Mais disons que s'enrichir la tronche, c'est pas seulement ça ne sert pas seulement au bien-être d'une personnalité, mais ça sert aussi au collectif, au bien commun. L'intelligence, ça ne fait que se développer avec une possibilité d'un monde nouveau. Donc, création permanente, individuation. Je vous en parlerai plus longuement. Là, maintenant, vous savez, comme d'habitude, je vais finir par un petit poème que j'ai commis il y a pas mal de temps. Et donc, je vais vous essayer de vous faire parvenir ce message, parce que c'est un message. Évidemment, tout est message. Le média est le message. Donc, ce poème qui nous parle de la Dame aux camélias. La Dame aux camélias, c'est un livre, un livret d'Alexandre Dumas qui parle d'une joyeuse femme joyeuse donc, qui fait la fête et qui attrape la tuberculose. C'est mauvais à l'époque, on en meurt. Et donc elle en est morte. Et son amoureux, un jeune complètement épris à se rouler par terre, souffre énormément. On
On en a fait un opéra, c'est Verdi, musicien, Verdi, compositeur. Cet opéra, La Traviata, s'appelle. Eh bien, imaginez-vous que j'ai rencontré aussi une dame au caméléon. Elle n'est pas morte de la tuberculose, mais elle est complètement morte. C'est la vie. Et m'a laissé donc très bons souvenirs. Reviens-moi, belle printanière, toi qui soufflais sur mes mains, faisant des phalanges princières de mes vilains métacarpiens. Tu as gardé dans ta gibecière une chasse sans lendemain, et maintenant dans ma clairière, il n'y a plus de chant divin. Reviens-moi, belle printanière, toi qui as fait couler un bain de jours de rosée sur ma jachère, en faisant un clair jardin. Je me souviens tes pieds flottants, chaque pas écrivait mon bréviaire, et j'avançais fier et récitant ces pages qui baignaient de lumière. Reviens-moi, belle printanière, qui changeait mes ballons pensants en d'oriente montgolfière, où nous croquions nos 20 ans. Quand sur tes seins une tache verte, en avance au rendez-vous, est venue sonner l'alerte, j'en suis devenu comme fou. Oui, t'étais poitrinaire, t'avais visité trop de jardins, légère et tellement printanière, j'en suis resté sur ma faim. Reviens-moi, belle printanière, de toi j'ai fait mon sang, mais rien d'autre que la chair d'une muse efface le temps. C'est une belle histoire, hein. Avec un bon interprète, ça passerait, hein, ça passerait bien. Voilà. Triste de mourir, hein, non? Bon, j'arrête là. Et donc, si vous insistez, je reviens. Pas trop longtemps. Voilà. À bientôt.